Cet uniforme n'est pas à toi, négresse, tu n'as pas ta place ici. Vous êtes tous malades, à traiter un noir comme un héros. Ce vieux-là aurait dû être enterré comme ce qu'il était, un animal de plus, déguisé en soldat. Un policier venait de surgir, arme en main, interrompant la cérémonie funèbre, sans savoir que ce moment allait lui coûter tout. Par terre, les mains où je peux les voir. Hurla-t-il. Le cri trancha l'air comme un coup de feu. Une seconde plus tard, son arme braquée visait la tête de la générale Valeria Mendoza. Elle n'avait même pas eu le temps de déposer la fleur sur le cercueil de son père. Le canon se trouvait à quelques centimètres de son visage. Elle ne bougea pas, ne cligna pas des yeux. Lentement, elle leva les yeux vers l'agent et dit. « Vous êtes drogué ou juste idiot ?» Sa voix ne tremblait pas, son regard ne montrait aucune peur. « Ne me parle pas comme ça, négresse. Cet uniforme ne t'appartient pas. C'est un manque de respect que tu le portes. » Tout le monde se figea. Le silence était si épais qu'on pouvait entendre la respiration des invités. Les soldats alignés au fond, les officiers invités, les vétérans présents, même le prêtre semblait cloué au sol. Le policier, un homme blanc nommé Riquet, le visage rougi par la haine et le racisme, tremblait en maintenant l'arme levée. À ses côtés, son collègue regardait la scène comme s'il était prisonnier d'un cauchemar dont il ne voulait pas faire partie. « Baissez votre arme », ordonna un colonel en s'approchant avec précaution. « Vous visez une générale de l'armée des États-Unis, bordel. » Mais Riquet ne bougea pas. « Ce n'est pas une générale. C'est une imposture. Une provocation. » Et alors, l'inévitable arriva. Avec une violence brutale, Riquet la poussa en arrière. La générale tomba, heurtant le rebord du marbre. Sa casquette vola, dévoilant ses cheveux. Un instant, tout s'arrêta. « Ce n'est pas ton putain de pays », vociféra-t-il en crachant chaque mot. « Peu importe combien de médailles tu voles, tu ne seras jamais des nôtres. » Sans laisser le temps à personne de réagir, il lui asséna un coup direct au visage. Valeria chancela, tombant à genoux dans l'herbe humide, juste à côté du cercueil de son père. Son lèvre saignait. L'un de ses gants blancs était taché de terre. Et pourtant, elle ne se protégea pas, ne cria pas. Elle le regarda, avec un mépris froid qui contrastait avec la violence du moment. « Regardez-la, voilà ce qui nous attend si on les laisse s'immiscer partout », lança-t-il en ricanant, l'arme toujours en main. « Une générale ? Qu'est-ce qui vient ensuite ? Un président avec des tresses et un accent du Bronx ? C'est une farce. » Le prêtre tenta d'intervenir, mais Riquet le repoussa sans même le regarder. « Vous êtes tous malades, à traiter un noir comme un héros. Ce vieux-là aurait dû être enterré comme ce qu'il était, un autre animal en uniforme emprunté. » Ce fut alors que les invités commencèrent à bouger. Un vétéran âgé, resté silencieux durant toute la cérémonie, avança les poings serrés. Un autre officier essaya de le calmer, mais la colère s'était propagée comme une traînée de poudre. Le collègue de Riquet tenta enfin de le saisir par l'épaule pour abaisser l'arme. Riquet se retourna, furieux. « Toi aussi, t'es avec eux. T'es un vendu. Qu'est-ce qui est arrivé à ce pays? Depuis quand une négresse peut me dire comment me tenir? Comment parler? Comment rendre hommage à un traître? » Valeria, essuyant le sang de son visage avec la manche de son uniforme, se releva. Son regard n'exprimait plus la douleur, mais la guerre. « Général, laissez-nous nous occuper de lui !» cria un capitaine tandis que 2 soldats avançaient pour immobiliser Riquet. Mais Valeria, les yeux rivés sur le visage déformé de son agresseur, leva une main. Elle ne tremblait pas. Elle ne doutait pas. « Non », dit-elle d'une voix rauque, mais ferme. « Personne ne s'approche. » Les soldats s'arrêtèrent, déconcertés. Tous les regards se tournèrent vers elle. Valeria inspira profondément. Son uniforme était sale, son visage entaillé par un filet de sang à la tempe. Et la pluie, désormais plus intense, tombait sur la scène comme un châtiment. Elle fit 2 pas en avant, puis un autre, et encore un, jusqu'à se retrouver face à face avec le policier, toujours armé, haletant comme un animal acculé. Elle ne clignait pas des yeux. Pas même quand une larme glissa le long de sa joue, se mêlant à la pluie et au sang. « Je suis venue enterrer mon père », dit-elle calmement, mais suffisamment fort pour que tous entendent. Un homme qui a donné sa vie pour ce pays, qui a cru jusqu'à son dernier souffle que nous pouvions être meilleurs. Et toi? Tu viens cracher sur sa tombe?
Riquet éclata d'un rire tordu, creux. Quoi? Tu vas me faire un discours sur la justice raciale maintenant? Tu crois que quelqu'un va te croire? Regarde-toi, pathétique, à pleurer dans ce déguisement. À peine son rire s'était-il éteint qu'il leva à nouveau la main, prêt à la frapper une seconde fois. Mais cette fois, il échoua. Valeria attrapa son poignet en plein vol, avec une force insoupçonnée. Personne ne respirait. Son bras tendu était de marbre, puissant, comme sculpté dans l'acier. La main de Riquet tremblait, emprisonnée dans la sienne. « Tu ne me connais pas, murmura-t-elle. Mais tu vas te souvenir de moi, chaque nuit, quand tu fermeras les yeux dans ta cellule. Je ne suis pas ton ennemi. Je suis ta conséquence. » Sans détourner les yeux, sans lui laisser le temps de s'échapper, elle leva l'autre main et lui asséna un coup sec à la mâchoire. Crac. Le bruit résonna plus fort que n'importe quel coup de feu. Riquet tomba à la renverse comme un sac vide, larmes lui échappant des mains, son corps s'écrasant dans la boue, au milieu des fleurs fanées et des flaques qui éclaboussèrent son visage humilié. Le silence était total. Valeria, la poitrine soulevée par une respiration haletante, restait debout au-dessus de lui, le poing encore serré. Pour la première fois depuis le début de toute cette tourmente, elle s'autorisa à pleurer, réellement, profondément. Riquet gisait au sol, hébété, du sang coulant de sa lèvre inférieure, le regard flou, perdu. Son arme avait été récupérée par son propre collègue, qui ne tentait même plus de le défendre. Deux militaires s'approchèrent d'un pas décidé, le soulevèrent brutalement et lui passèrent les menottes avec une force contenue mais implacable. Riquet marmonnait encore des insultes entre ses dents, mais plus personne ne l'écoutait. Valeria s'approcha une dernière fois avant qu'il ne l'emmène. Elle se pencha légèrement vers lui, les yeux rougis par les larmes, mais la voix ferme, aussi tranchante que la pierre. « Je vais devenir ton pire cauchemar. Pas par vengeance, mais par justice. Parce que dans ce pays, il reste encore des choses qui méritent d'être défendues. Mon père est mort en croyant cela. Et pour lui, je vais m'assurer que tu paies chaque seconde de la haine que tu as déversée ici aujourd'hui. » Riquet ne répondit pas. Il détourna simplement le visage, humilié, pendant qu'on le poussait vers le véhicule de patrouille le plus proche. Quand le bruit des pas, des radios et de la sirène s'évanouit avec le départ du fourgon, il ne resta plus que le murmure du vent dans les arbres et la bruine qui tambourinait doucement sur les cercueils de marbre. Valeria demeura silencieuse quelques instants, puis retourna lentement vers le centre de la cérémonie. Elle monta sur le petit podium, près du prêtre, et parla d'une voix encore tremblante. « À tous ceux présents ici, je vous demande pardon, dit-elle en respirant profondément. Personne ne devrait être témoin de ce qui vient de se passer, encore moins pendant une cérémonie comme celle-ci. Et même si je n'ai pas provoqué la haine qui s'est déchaînée ici, cela me blesse, cela me fait honte, profondément, que ce moment si sacré ait été souillé de cette manière. » Certains baissèrent la tête. D'autres la regardaient avec respect, la gorge nouée. « Papa, reprit-elle en tournant son regard vers le cercueil drapé de la bannière nationale. Pardon. Pardon de ne pas pouvoir te dire adieu dans la paix. Pardon d'avoir dû lever les poings un jour qui aurait dû n'être qu'honneur et mémoire. Mais je te le jure, dit-elle en avalant sa salive, je te jure que ce ne sera pas cela qu'ils retiendront de toi. Un éclair fendit le ciel derrière elle. Ton héritage ne sera jamais entaché par un lâche. C'est nous qui allons raconter ton histoire. Et je te jure que jamais plus quelqu'un comme lui ne touchera un autre soldat, ni une autre tombe. Elle baissa la tête, inspira profondément, et enfin, après tant de retenue, les larmes coulèrent librement, sans résistance. Personne ne l'interrompit. Personne ne bougea. Ce n'est qu'alors que la cérémonie put reprendre, que le véritable adieu put commencer. Calabozo, commissariat du district 27. Le bruit métallique de la grille qui se referma derrière lui fut sec, tranchant. L'officier Riquet, encore maculé de sang séché sur le menton, la chemise en lambeaux, s'effondra sur le banc froid de ciment. Il n'était plus menotté, mais cela n'était même plus nécessaire. Personne ne voulait le toucher. Personne ne voulait l'approcher. Son collègue, qui avait conduit en silence durant tout le trajet, ne lui avait même pas jeté un regard. En le livrant, il signa les documents, décrocha la radio de sa ceinture, et s'en alla sans dire un mot. « Non » demanda l'agent de garde, sans lever les yeux. Officier Robert J. Riquet, matricule 4582. Tu n'es plus officier, répondit sèchement le garde, en appuyant sur un bouton. Silence. Riquet marmonna quelque chose entre ses dents,
mais n'eut pas le courage de le dire à voix haute. La rage était encore là, mais elle était maintenant enveloppée dans une couche épaisse de peur. Une peur qu'il ne voulait pas reconnaître, mais qu'il ressentait. Pour la première fois, une peur qui ne ressemblait ni à celle d'un échange de tirs, ni à celle d'une arrestation. C'était un monde qu'il ne contrôlait plus, et il le savait. Cimetière national. Quelques instants plus tard, la cérémonie se poursuivit. Les mots du prêtre remplissaient l'air de solennité. Les soldats, avec une dignité presque sacrée, remirent soigneusement le drapeau plié à Valeria. Elle le reçut à genoux, comme le voulait la tradition, sa main gauche tremblant légèrement. Personne ne dit un mot. Quand le dernier coup de feu d'honneur résonna dans le ciel, Valeria resta seule, encore agenouillée devant la tombe, tenant le drapeau contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'une part vivante de son père. La pluie s'était tue, mais le sol restait humide, comme si la journée refusait de sécher complètement. Une voix derrière elle rompit le silence. « Général Mendoza, souhaitez-vous dire quelque chose avant de clore ?» Elle se leva, se tourna vers les quelques personnes restantes aux familles, vétérans, au gradé et hocha la tête. Elle marcha jusqu'au même endroit où elle avait affronté Riquet. La boue commençait à sécher. « Je ne veux pas que ce moment reste figé dans la colère, dit-elle. Que ce qui s'est passé ici serve, non pas comme simple preuve qu'il reste du chemin à faire, même dans nos propres rangs, mais comme un rappel. » Elle marqua une pause. « Je veux aussi être clair, que plus jamais personne ne vienne remettre en question ce que nous sommes à cause de la couleur de notre peau ou de l'uniforme que nous portons. Je suis général. Comme mon père l'a été. Comme tant d'autres avant nous ont défendu ce pays avec tout ce qu'ils étaient. » Elle leva le drapeau avec fierté. « Et si le défendre signifie aujourd'hui lutter, ici même, contre l'ignorance enracinée, alors qu'il en soit ainsi. » Les personnes présentes acquiescèrent. Une à une, elles se mirent au garde à vous. Un geste silencieux, mais d'une puissance immense. Valeria se tourna de nouveau vers le cercueil et murmura. « Repose en paix, papa. Je prends le relais, maintenant. » Pendant ce temps, dans le calabozo, 1 heure plus tard. Riquet était toujours silencieux. Mais il n'était plus seul. Une agente des affaires internes, la lieutenant Marcus, entra avec un dossier sous le bras. Elle s'assit face à lui. « Tu as vu les infos, non ?» Riquet leva la tête. Une petite télévision était suspendue dans un coin du couloir. Valeria y apparaissait, parlant d'une voix claire, résolue. « Ton héritage ne sera jamais entaché par un lâche, » lut Marcus à haute voix. « De belles paroles, et très utiles pour nous. »« Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Riquet. « Juste te regarder pendant que ton monde s'écroule, » répondit-elle calmement. « Parce que tu l'as bien cherché. Tout est filmé. Il y a 15 vidéos en circulation. Des témoins, des officiers présents, des militaires décorés. Tu n'es pas seulement face à la justice militaire. » Elle se pencha légèrement vers lui. « Tu es face à une nation entière qui vient de voir comment tu traites ses héros. Ce n'était pas si grave, pas vrai ?» Marcus esquissa un sourire sans joie. « Tu ferais bien d'y repenser quand on lira les chefs d'accusation, parce que ce n'est que le début. » Et, pour la première fois, Riquet ne répondit rien. 2 semaines plus tard, le tribunal débordait de monde. Les caméras se massaient dans la rue, les micros pullulaient dans les couloirs. Des pancartes brandies à travers les grilles réclamaient justice pour Valeria et criaient « Plus jamais de haine en uniforme ». L'attention médiatique était totale. Riquet entra menotté, encadré par 2 shérifs. Son ancien uniforme de policier n'était plus qu'un souvenir. Il portait un costume bon marché, trop grand de 2 tailles. La tête basse, le visage mal rasé, il gardait pourtant la mâchoire serrée, comme si l'humiliation publique lui faisait plus mal encore que les charges qui l'attendaient. Au premier rang, côté gauche, Valeria Mendoza était assise. Son uniforme d'apparat, impeccable, son visage impassible. Sans maquillage, sans larmes. Elle avait l'allure d'une statue, mais d'une statue vivante, une incarnation silencieuse de la discipline et du souvenir. À ses côtés, des hauts gradés de l'armée, des représentants du Pentagone, des familles de vétérans d'autres corps militaires. Tous en silence. Tous à ses côtés. Le juge entra, et l'audience préliminaire commença. L'État contre Robert J. Riquet, accusé d'agression aggravée, de comportement raciste avec circonstances aggravantes, d'usage abusif d'armes à feu en zone fédérale, d'agression envers un personnel militaire en fonction, et d'outrage aux symboles et cérémonies de l'armée des États-Unis.
Un murmure parcourut la salle. Riquet ne prononça pas un mot. Son avocat, un homme d'âge moyen, habitué aux affaires controversées, se leva avec une fausse sérénité. Votre honneur, mon client est victime d'un procès faussé par la pression médiatique. Nous reconnaissons qu'il y a eu un incident, mais les chefs d'accusation sont excessifs, influencés par une narration trop émotionnelle. Le juge le fixa, sans ciller. Une narration émotionnelle? Votre client a frappé une générale en service lors des funérailles de son père. Il a pointé une arme sur sa tête. Devant témoins. Avec enregistrement vidéo. Avec insulte raciale. Vous voulez vraiment que je continue? L'avocat se rassit, marmonnant. Puis la procureure se leva. C'était une femme jeune, vive, à la voix aiguë, claire. Nous allons présenter des preuves irréfutables. Des vidéos, des enregistrements, des témoignages. Mais au-delà de tout cela, ce qui s'est passé ce jour-là n'était pas seulement une attaque contre une personne. C'était une attaque contre une institution. Contre la mémoire. Contre la dignité de ceux qui ont tout donné pour ce pays. Elle se tourna vers Valeria. Et il l'a fait parce qu'il ne supportait pas de voir une femme noire en uniforme. Parce que sa haine a été plus forte que son devoir. L'avocat demanda un report du procès. Il voulait plus de temps. Le juge refusa. Ce procès aura lieu dans 30 jours. Pas un jour de plus. Personne ne va geler la justice pour refroidir l'indignation publique. À la sortie du tribunal, Valeria s'avança au milieu des flashs. Elle ne fit aucune déclaration, mais sa simple présence suffisait. Chaque pas vers le véhicule militaire qui l'attendait était un message silencieux, cette fois, le système ne se tairait pas. Un journaliste cria. Général Mendoza, pensez-vous que ce procès changera quelque chose? Elle s'arrêta, le fixa. Je ne sais pas, mais je vais essayer jusqu'au dernier jour. Puis elle reprit sa marche. 3 semaines plus tard. Centre de détention fédéral, bloc D. La cellule de Riquet était étroite, glaciale, baignée d'une lumière fluorescente qui vacillait la nuit. D'abord, seul le bourdonnement constant du transformateur l'irritait. Mais avec les jours, une autre chose commença à l'éroder, le silence. Plus personne ne lui parlait. Ni ses anciens collègues. Ni son avocat, qui ne venait que pour lui annoncer de nouvelles preuves accablantes. Même sa sœur, qui lui envoyait une lettre chaque mois, cette fois-ci ne lui avait rien écrit. Parfois, les murs semblaient bouger. Et la nuit, les cauchemars s'infiltraient sans prévenir. Il voyait Valeria. D'abord dans l'ombre du tribunal, silencieuse, le regard fixe. Puis elle apparaissait dans sa cellule, debout près de son lit, son uniforme propre, une traînée de sang à la tempe. Et elle répétait toujours les mêmes mots. Je suis ta conséquence. Il se réveillait en hurlant, trempé de sueur. Mais ce n'était pas que Valeria. Le pire vint ensuite. Un rêve où il était seul, debout au milieu d'un cimetière. La pluie lui fouettait le visage. Il ne pouvait pas bouger. Et soudain, il le voyait, un homme grand, au visage buriné, aux yeux noirs comme du charbon. Le général Miguel Mendoza. Dans ses cauchemars, il ne parlait jamais. Il se contentait de le fixer. Parfois, il s'approchait lentement. D'autres fois, il apparaissait dans son dos, respirant dans sa nuque. Et quand Riquet voulait fuir, il ne pouvait pas. Ses pieds étaient enfoncés dans la boue, comme ce jour-là. Chaque nuit, il se réveillait en criant. Chaque nuit, un peu plus brisé. Un des gardiens raconta qu'il l'avait entendu parler en dormant. Je suis désolé, assez, ne me regardez pas comme ça. Mais personne ne le consola. Jour du verdict. Quand Riquet fut amené au tribunal, il n'était plus le même. Il avait maigri. Des cernes lui cernaient les yeux. Son regard était vide. Il ne tenta plus de se défendre. Son avocat, résigné, cherchait seulement à obtenir la peine minimale. Mais il n'y avait plus de place pour la clémence. Le juge fut direct. Pour usage abusif d'armes à feu, agression aggravée à motivation raciale, et atteinte à la dignité d'un militaire en fonction, je vous condamne à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Un silence pesant s'abattit. Depuis son siège, Valeria ne sourit pas. Elle ne célébra pas. Elle baissa simplement la tête, dans un geste d'assentiment muet. Riquet la regarda une dernière fois.
Et ce fut là sa plus terrible condamnation. Car elle était toujours là, droite, entière, invincible. Et lui, à l'intérieur, n'était plus qu'un champ de ruines.